Mon père était éditeur. Non seulement éditeur, mais un grand éditeur très connu. Et étant petite fille, nous avons, avec ma sœur, nous avons eu une gouvernante qui s'occupait de nous, qui était française. Alors, à l'âge de 5 ans, j'étais persuadée de vivre, pas à Paris, mais à côté de Paris. Et pourquoi à côté de Paris? Ben oui, parce que je voulais avoir la possibilité d'être tout près de Paris et être en pleine nature. On prenait ça comme des rêves d'enfant. Après, il y a eu la guerre, je ne parle pas de la guerre. C'est triste. Et après, c'était mon départ. Mon départ était vraiment extraordinaire parce que c'était pareil, c'était impossible de quitter la Bulgarie. En fait, j'ai fait un mariage blanc, pour partir, et je suis partie avec $60 en tout, ce qui ne payait pas le billet du train pour arriver à Paris, mais un ami m'a amené jusqu'à Ljubljana, et à Ljubljana, en voiture. Et à Ljubljana, j'ai pris le train, et comme je ne pouvais pas payer le billet jusqu'à Paris, j'ai payé jusqu'à Vienne. Bon, je descends à Vienne, je ne parle pas un mot d'allemand, je ne parle même pas un mot, et je n'avais que quelques dizaines de dollars. Je ne savais pas où aller. J'étais dans des accueils pour les jeunes filles. Puis, je me suis quand même débrouillée. J'ai trouvé des commandes pour un portrait, des commandes pour faire une carte de vœux de nouvelle année. Sachant qu'en Bulgarie, j'ai fait l'école de beaux-arts, j'ai fait l'académie de beaux-arts et j'étais obligée de travailler pour gagner de l'argent pour faire vivre la famille, 4 personnes, à l'âge de 13 ans. Alors, je vais certainement retourner en arrière pour vous dire qu'à 13 ans, j'ai réussi. Et comment j'ai réussi exactement à faire des illustrations pour les revues et les portraits de personnalités qui venaient à Sofia pour les journaux et les revues. Mon père, qui était éditeur, a été considéré l'ennemi du peuple parce qu'il avait une certaine aisance, une certaine fortune. Et il n'y avait rien pour lui, aucune possibilité de vivre. Il n'avait pas de travail. Ma mère était très très malade, cardiaque. Ma soeur, évidemment, était plus jeune que moi, et moi j'avais 13 ans. Alors, c'est pas possible, il fallait trouver quelque chose. Comme mon père était connu, je suis partie pour demander, visiter les rédactions de revues et de journaux, et demander de faire des illustrations. J'étais déjà à l'école de beaux-arts. Je suis entrée à l'école de beaux-arts à l'âge de 13 ans, justement.
Et je fais ma première exposition à 9 ans. Ma mère avait organisé, au début, le régime n'était pas très dur, elle avait organisé une très très belle exposition. J'avais 60 tableaux encadrés dans des beaux cadres, un vernissage, une vraie exposition. Et donc, je retourne vers les rédactions pour demander du travail. Et partout, on me dit, ah, quand tu vas être plus grande, quand tu vas apprendre à dessiner, à ce moment-là, tu viendras. Je dis, mais je sais dessiner. Comment je sais. Vous allez faire 5000 dessins. Et quand les 5000 dessins sont prêts, en ce moment, il y aura du travail. Je retourne et pendant tout l'été, je fais des dessins très rapides au marché, les peintures, partout. Et j'arrive avec un porte-dessin énorme et 5000 dessins. Les copains qui m'ont donné des calendriers derrière pour dessiner. Et les feuilles, je les coupais en petits morceaux. Et à ce moment-là, ils m'ont donné juste une rédaction d'une revue. Ils m'ont donné à illustrer un conte, une nouvelle. Et ça a commencé comme ça. Après, je travaillais sur des emballages pour la publicité. Donc, parallèlement, j'ai fait des études, brillamment, très bien. Et tout le temps, je rêvais de venir en France. Christophe, que tout le monde connaît, était un ami. On était ensemble dans les récréations et on parlait. Lui, il voulait aussi quitter la Bulgarie, moi aussi, évidemment. C'était mon rêve de petite fille. Bon, mais finalement, lui, il est parti avant moi. Moi, je suis arrivée aussi, j'ai réussi à venir aussi. Lui, il a choisi une autre voie. Et moi, j'ai choisi à vivre à la campagne. Je n'ai pas voulu rester à Paris. Je voulais être près de la nature. J'ai vécu une vie un peu sauvage, d'ailleurs, qui me rendait satisfaite et pleinement heureuse. J'avais mes chevaux, j'avais mes gros chiens, j'avais les oiseaux qui chantaient ici, la verdure, la forêt à quelques pas d'ici. Et je me suis complètement séparée de la vie parisienne pendant un long moment. Alors que j'ai été contactée par des galeries. Les unes voulaient me faire que des chevaux. Une autre galerie voulait me faire des nus, que des nus, mais sans qu'on voit le visage. Une autre galerie qui m'avait proposé de faire d'autres tableaux, mais surtout pas des nus. Évidemment, j'avais, dès le départ, un but qu'il fallait poursuivre jusqu'au bout. Mon but était glorification du corps humain, la beauté et le lien entre la beauté et l'amour.
En Bulgarie, le style était du réalisme socialiste. Alors, quand je suis arrivée en France, bon, c'était la liberté, évidemment. Maintenant, il faut que je trouve mon style personnel. J'ai commencé par chercher comment oublier ce que j'avais appris. À l'école, c'était très, très strict. L'Académie de Beaux-Arts, il y a une discipline de fer. C'était très, très difficile. Bon, j'arrive en France, je vais faire de l'anti-art. Eh bien, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des choses horribles, des grands, grands, grands tableaux avec du relief que je coulais sur la toile. Ça représentait des monstres avec les tentacules, des bras, des mains qui étaient comme des serpents, comme des êtres épouvantables. Et des yeux grands comme ça, avec des petites paillettes à l'intérieur, de façon que lorsqu'on se déplaçait à droite et à gauche, l'œil puisse suivre. Bon, mais j'ai compris que finalement, au lieu de créer mon style personnel, je suis tombée dans le piège. Je suis tombée dans le piège de sensations, de la modernité, ce que je ne voulais surtout pas. Donc, un beau jour, j'ai décidé de tout brûler. En fait, il m'en reste, je pense, quelque chose affreuses comme ça. Mais j'aurais dû le brûler. Je pensais aller sous l'Arc de Triomphe, mettre le feu pour que je sois prise par la police et aller en prison. Alors, voilà, je pensais que ça c'était ma punition de vouloir me mettre dans une voie qui n'était pas la mienne. Donc petit à petit, évidemment, j'ai changé. Dans mes œuvres, il y a souvent des animaux et surtout le cheval. Eh bien, pourquoi il y a des animaux? Peut-être c'est une attirance qui doit être naturelle. On ne peut pas dire et comprendre la cause de cette attirance, mais je me rappelle évidemment très très souvent, je me rappelle de ces moments que je passais dans les Balkans avec ma sœur, où on avait une très grande propriété, plusieurs dizaines, centaines d'hectares dans la montagne, et il y avait un ruisseau qui traversait. On sortait avec ma sœur. Notre père nous avait trouvé un cheval et on pouvait tout lui faire. Il acceptait tout. On se bagarrait laquelle va lui monter dessus. Ce n'était pas un poney, c'était un cheval. Et puis, un jour, on voit de l'autre côté du ruisseau, dans le ruisseau, il y avait des truites. L'eau était pure, on se servait à boire, était très très bonne, c'était l'eau de montagne. Et de l'autre côté, surprise, qu'est-ce qu'on voit? Un ours brun. Alors ma sœur prend peur.
elle s'en va tout de suite, elle crie, elle s'en va. Mais moi, je ne voulais pas partir. Quelle occasion d'être en face d'un ours. Alors, je suis restée très très longtemps, mais il n'avait pas du tout l'air agressif du tout. Donc le lendemain, je voulais le revoir, l'ours. J'ai pris une cuisse de poulet, j'ai pris des sucres et du pain. Alors j'arrive dans l'après-midi, l'ours m'attendait. Est-ce qu'il m'attendait ou il était là parce qu'il y avait la truite dans le ruisseau? En tout cas, il était là. Et je jetais le sucre, je jetais le morceau de pain, je jetais de l'autre côté. Il le prenait, il le mangeait. Toute la nuit, je rêvais cet ours, je pensais à lui. Et le lendemain, tous les jours suivants, je suis allée plusieurs jours, et un jour, je traversais le ruisseau et je suis allée carrément, j'ai plongé mes bras dans sa fourrure. Il ne m'a rien fait. Je n'ai pas de souvenir concret comment s'est passée cette rencontre, mais je me rappelle très bien que mes bras étaient dans sa fourrure chaude. Il y a après plusieurs jours qu'il arrivait à l'heure parce que je l'ai apprivoisé d'une certaine façon. Peut-être parce que j'étais une petite fille et il ne voulait pas être agressif. Mais finalement, l'ours n'est pas méchant, c'est comme un chien, Et il est omnivore, il mange de tout. Et je ne sais pas pourquoi les hommes croient que l'ours est dangereux. Il quitte la Bulgarie avec une valise où j'avais mis ma palette, mes pinceaux, et mes peintures, un sac, un pyjama, une brosse à dents, c'est tout. Et il y avait une autre valise plus petite pour mettre des livres. Mais les livres ont été confisqués. Alors, avant de venir, il fallait faire toutes les demandes pour avoir la permission de ce mariage, ce qui était pas courant en Bulgarie. Eh bien, une possibilité, une occasion. Un Canadien qui est arrivé à Sofia et il voulait se marier. Il est arrivé spécialement pour trouver femme. Et ce qui n'existait pas, c'est qu'il a mis une petite annonce. Cherche femme minimum 1,60 m, vétérinaire, médecin, avocate. Bon, le lendemain, il y avait la queue devant l'hôtel. Il y avait beaucoup de femmes qui voulaient l'épouser, évidemment, pour partir au Canada. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Mes copains qui étaient tous musiciens
le connaissait, l'a amené à la maison. Moi, j'étais petite, 1,60 m à peine. Je n'étais ni avocate, ni médecin, ni vétérinaire, j'étais peintre. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Il était d'accord. Très bien. En tout cas, je n'ai pas fait grand-chose pour le persuader. Et il fallait avoir la permission pour avoir ce mariage avec un homme d'une nationalité de pays capitaliste. Il était canadien de Toronto. C'est le directeur du corps diplomatique qui arrangeait ça. Et on a fait un mariage somptueux. Il avait amené même une robe de mariée qui m'arrivait jusqu'à par terre. Certainement, elle était prévue un petit peu plus courte, mais comme j'étais petite, ça allait très très bien, elle était très belle. On a fait un mariage en Bulgarie. Les mariages, c'était très simple. C'était poser quelques questions, et c'est OK, c'est d'accord. Un superbe déjeuner, une fête le soir à la villa du corps diplomatique, et avec orchestre et tout ça, c'est prévu pour que ce soit vraiment très très beau. Et le lendemain, il est parti, il a pris l'avion pour partir. Je dis que c'était un mariage blanc parce qu'il n'était pas consommé. Et il est parti, et après il fallait avoir les papiers. Donc après, j'ai déjà dit la suite, c'est mon départ que personne ne devait connaître, et je voulais aller acheter une valise. Mais il fallait une valise. Il y avait un seul grand magasin pour la Bulgarie. Ici, ça paraît tout petit. Et je rencontre un de mes copains. Et je dis, est-ce que tu veux qu'on aille boire un café? Alors, on va boire un café. Je m'excuse, je dois aller aux toilettes. Allez hop, vite, je vais au magasin, j'achète une valise. Je ne sais pas s'il était en carton, en plastique, je ne sais pas. Là. Il n'y avait pas de toute façon de choix là-bas. Et je mets vite mes peintures. Lui, il est venu, un copain qui devait aller en Algérie et passer avec sa Mercedes. Je sors vite et ma mère vient avec moi jusqu'à la douane. En passant la douane, c'est juste, je détournais la tête. Elle pleure. Et moi, je passe la douane. J'ai un cri qui s'échappe. C'est indescriptible. Enfin, c'est la liberté. En parlant très peu en français, j'ai réussi à faire connaissance à une femme qui était marchande de tableaux. Elle m'a accueillie chez elle, et chez elle, c'était au centre de Vienne, dans un monastère. Et son appartement était très très beau, était situé vraiment dans un endroit extraordinaire. Et elle voulait que je reste chez elle. C'est à Vienne que j'ai commencé
à faire de la peinture. Je faisais la peinture dans sa salle de bain pour ne pas salir. Elle m'a vendu quelques tableaux. Et moi, je ne voulais pas rester à Vienne. Je voulais absolument venir à Paris, pas tellement à Paris, mais à côté de Paris. Ça, c'était toujours bonne idée. Contre cœur, bon, elle m'a accompagnée à la gare. Je suis partie. J'arrive à Paris, j'avais très peu d'argent, ce qui ne me permettait pas de vivre longtemps. Mais il fallait que je fasse une exposition, et pas une exposition avec un groupe dans un salon, une exposition personnelle. Alors, je n'avais pas les tableaux pour exposer. Je trouve une galerie de Rennes. Une galerie en pièces. Okay? Il fallait que je paye 3 000 francs. 3 000 francs, c'est comme 3 000 € aujourd'hui, en 1966-67. Bon, je n'avais pas 3 000 francs, mais je fais un chèque pour prendre l'engagement pour la fin de l'année. Et donc, en quelques mois, je vais préparer les tableaux pour toute une exposition dans la grande galerie, où il y avait le rez-de-chaussée, le sous-sol. J'ai travaillé pas jour et nuit, mais je travaillais au moins plus de 10 heures par jour. Et j'ai fait le tableau, et tout le tableau était prêt, mais il fallait que les 3 000 € soient encaissés, mais je ne le savais pas. Oh, il fallait faire des affiches. J'ai trouvé un imprimeur très sympathique qui acceptait de me faire des affiches contre échange, contre ce tableau. Il me fait beaucoup d'affiches. Un autre copain qui était là avec sa camionnette, il était artisan, il avait collé les affiches sur sa camionnette. Et bon, j'avais même acheté une voiture, je ne sais pas comment j'ai acheté, et je n'ai pas payé, j'ai pris la voiture, il fallait que je paye. Alors, je n'avais pas payé l'essence, enfin, je payais mes chèques sans provision, évidemment. Et lui, il va prendre l'essence, et le garagiste lui dit, on voit les affiches, le garagiste voit les Madjarouva, les affiches. Mais cette Madjarouva, elle m'a pris de l'essence avec un chèque sans provision. Alors vraiment, j'étais au bout du gouffre, parce que l'exposition devait commencer, il fallait faire des cadres, des tableaux. Alors, en collant les affiches, j'entre dans une agence d'assurance. Et voilà, vous faites ce tableau que vous faites, oui, c'est moi qui fais, j'ai une exposition. Bon, on va venir voir. Mais venez maintenant. Vous pouvez venir dès maintenant. C'était à Anières, j'habitais à Anières. Et deux messieurs sont arrivés, qui était le patron avec un autre bourgeois, et Anières, c'est là que je faisais les tableaux dans une très, très grande salle qui était végétable. C'était une ancienne ferme. Ils m'ont acheté 3 tableaux. 2 messieurs m'ont acheté 3 tableaux. L'un m'a acheté 2 tableaux, l'autre m'a acheté 1 tableau. Donc, je pouvais couvrir. Et le prix
incroyable pour que je puisse payer la galerie, payer le déplacement, le transport, et le vernissage a eu lieu. Il y avait 2 critiques importants de l'époque qui étaient là. Il y avait beaucoup de monde, la galerie avait de l'élévation. À l'époque, ça marchait avec les affiches. On pouvait les coller partout sur les vitrines de boutiques, les cafés. C'était comme ça à l'époque. Et l'exposition avait beaucoup de succès. J'avais un grand tableau de 120 figures qui représentaient la comète, avec beaucoup de personnages étirés par la queue de la comète. Dans ce tableau, toute la galerie était complète, une belle exposition. Ça, ce sont des souvenirs de ma première exposition. Depuis, je fais plus de 100 expositions personnelles, uniquement organisées par moi. Je n'ai pas eu de galeriste. Tout ce que je fais, c'est par moi-même pour avoir la liberté. Pourquoi j'aime les chevaux? Ça, c'est aussi... c'est impossible de répondre à cette question, pourquoi on aime ou pourquoi on n'aime pas. Mais quand j'étais petite, avant les communistes, même avant la guerre, on passe avec ma mère devant les boutiques qui étaient très décorées et on voit un cheval attelé, derrière c'était le Père Noël dans un traîneau triomphal. Le cheval était vrai, il avait la vraie fourrure, il avait des crins brillants. Et puis, quand j'étais plus âgée, j'avais peut-être 13 ans, 14 ans, 15 ans, je montais à cheval, je fais pratiquement tous les sports à cheval. Je fais des voltiges, j'ai fait même
J'étais même jockey. Et j'ai fait des compétitions, des courses. Je suis tombée, la jument est tombée. J'avais, j'étais à l'hôpital. Enfin. J'ai arrêté les courses, mais j'ai fait d'autres compétitions à cheval. Donc, j'aimais beaucoup les chevaux, déjà. Et quand j'étais ici, à Saint-Chéron, au début, j'ai vécu à Lille. Quand je suis venue à Saint-Chéron, j'avais 5 chevaux à moi. Ça, c'était mon rêve. Les uns après les autres. Mais rapidement, entre 1980 et 1983. Pourquoi plusieurs chevaux? Pour vivre des histoires différentes et pour apprendre bien l'anatomie du cheval. Je m'occupais de mes chevaux, je les soignais, j'ai appris beaucoup, ce qui a fait vraiment une possibilité pour moi et un avantage. Quand j'ai peint tous ces chevaux sur mes tableaux et le cheval, la statue, je l'ai fait toute seule, sans échafaudage, sans aide, avec une bassine en ciment, sans croquis même. Il n'y avait pas de croquis. C'était commencé en accommodant les planches d'échafaudage pour faire la structure. Et sur cette structure, il ne fallait pas se tromper, il fallait que les dimensions, les proportions soient exactes parce qu'on ne pouvait pas après revenir en arrière. La structure devait correspondre parfaitement. Donc, tout devait être prévu, mais sans faire un croquis préalable. Et ça, c'était un très gros travail. Un jour, il a commencé à craquer parce qu'il était dans des équilibres ici. Il avait évidemment, sur ses postérieurs. J'ai couru et je me suis mise sous le cheval. S'il était tombé, mais il m'écrasait. Mais je ne pensais pas à moi, je pensais à lui. Donc, pour moi, le cheval, c'est ma monture pour voyager dans mon espace intérieur. Parce que j'ai une vie double. C'est celle du réel, ce qui est visible avec les yeux ouverts, et une vie qui est très riche. Cette vie est très proche du rêve, sans que ce soit un vrai rêve. Ce sont des rêves éveillés entre l'éveil et le sommeil. Par la difficulté, j'ai toujours recherché la difficulté et la diversité. Je n'ai pas des œuvres répétitives. Je n'ai jamais répété la même composition, le même coloris. Chaque œuvre représente une nouvelle aventure. Chaque œuvre représente me plonger pour découvrir encore. Et après, je me remets en question. Tout le temps, je me remets en question. Mon parcours à partir des études, les études à l'école de Beaux-Arts, parce que j'ai fait l'école de Beaux-Arts, et après l'Académie de Beaux-Arts, ce qui faisait en tout
11 ans d'études. À partir de ce moment-là, il fallait que je trouve un style que je fasse autrement et pas du tout être influencée par ce qui a été déjà fait. Donc, j'ai commencé à écrire. J'ai eu une vision scientifique. Je ne savais pas de quoi il s'agissait parce que je n'étais pas initiée à la science moderne. Donc, j'ai mis des années, beaucoup d'années, puisque ça a commencé en 1980-81. On est en 2026. Pour justifier ma vision, pour être sûre qu'elle représente un intérêt et qu'elle est vérifiable et appuyée par les observations. Donc j'ai publié plusieurs livres, plusieurs, pas beaucoup, mais déjà par rapport à mon travail sur la peinture, c'est déjà pas mal. J'ai écrit déjà en 2000. La première publication était un gros livre avec des reproductions en 2000. Après 2010, en 2010, c'était un livre où il y avait une partie de mes découvertes et l'autre partie représentée comme un roman. En 2018, non, 2020, un livre, carrément un roman qui représentait mes visions imaginaires. Et maintenant, mon livre sur le supraréalisme, qui est l'œuvre ultime de ma vie, vient de paraître. Il s'appelle Supraréalisme, le secret de la connaissance, qui est en vente maintenant partout. Vous pouvez, si quelqu'un le veut, il veut le lire, il peut le commander dans toutes les librairies. Et il peut découvrir une vision sur une nouvelle énergie inépuisable, libre et gratuite qui pourrait sauver l'humanité. C'est d'un intérêt mondial. Donc, je pense qu'il va être lu, qu'il va être connu, qu'il va être utilisé. En fait, j'ai identifié cette énergie que tout le monde connaît, puisque les scientifiques l'ont utilisé et continuent à l'utiliser. Nous l'utilisons tous les jours dans notre vie quotidienne, mais les scientifiques ne savent pas l'identifier. Voilà, je pense que ça, c'est d'intérêt capital. Maintenant, il faut trouver mon style. Alors, comment faire? Il ne faut pas me laisser influencer par ce qui existe. Et petit à petit, d'aventure en aventure, puisque chaque œuvre représente une aventure, je continuais sans me rendre compte, en étant très
exigeante. Je vis avec le tableau que je dois faire très longtemps. Il est très très bien dans mon imagination et il est vivant. De toute façon, il bouge. Et puis, la réalisation est toujours inférieure par rapport à mon tableau déjà créé en moi. Ça fait un moteur, une force de continuer puisqu'on n'y arrive pas. Quand on arrive, on est content et on peut recommencer à refaire la même chose toujours et toujours la même chose. Mais puisque je n'arrive pas, même aujourd'hui, j'ai 89 ans, je continue à faire de nouveaux tableaux. J'ai des idées merveilleuses, extraordinaires, mais quand le tableau est terminé, eh bien non, c'est pas ce qu'il voulait faire. Mais non, ce n'est pas assez. Et pourtant, le but, c'est de le rendre plus vivant. Mon but, de plus en plus, est dirigé vers cette envie qui se trouve au fond de moi-même, d'aller plus loin et de rendre le tableau vivant. Alors, j'ai commencé récemment une collection des états d'âme. Comme les autres peintres, même du passé, ne sont pas intéressés aux états d'âme. Ils représentaient des scènes de la Bible, les scènes de la mythologie, pendant des siècles. Les états d'âme transférés, on les voyait, les états d'âme, quand on regardait chaque tableau, mais ce n'était pas le but premier et final. Donc, j'ai fait toute une collection d'états d'âme et chaque tableau représente un état d'âme. Maintenant, comment faire un état d'âme?
J'ai toujours été supraréaliste sans le savoir. Donc, en 2017, j'ai déposé à la société SCAM le manifeste qui détermine le supraréalisme comme un lien entre le réel est tout ce qu'on voit les yeux ouverts, et la réalité qui est plus importante que le réel, ce qu'on ne voit pas les yeux ouverts, mais avec les yeux fermés. La réalité, c'est nos états d'âme, c'est notre psychisme. La réalité qui est plus importante que le réel, puisque le réel n'est qu'une illusion. La réalité, c'est notre âme. Si on le nomme comme les religions ont toujours cherché à exprimer ce qui est inexprimable à l'époque de manque de connaissances, manque de savoir. Aujourd'hui, le savoir nous donne la possibilité de comprendre, d'aller au-delà des croyances. Les croyances étaient nécessaires à l'époque où les Grecs avaient placé les dieux sur Olympe, puisque l'Olympe était inaccessible, et comme eux ne pouvaient pas rencontrer Dieu, le Dieu était là. Après, le Dieu était placé dans le ciel, sur un petit nuage, avec sa barbe, sa gentillesse, sa justice. Mais maintenant, on visite le ciel dans tous les sens et en profondeur, jusqu'à 13 milliards d'années de lumière, où les scientifiques n'ont jamais rencontré le Big Bang. C'est encore le Big Bang, c'est encore une croyance, puisqu'il n'a jamais été observé, en disant qu'il y a une barrière. Mais évidemment qu'il y a la barrière. En fait, la barrière, c'est ma découverte. C'est mon identification du mur quantique, le mur de la lumière. Et cette vision dure depuis 1980-81 jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours persuadée qu'elle est valable, puisque tout ce que je lis, maintenant les scientifiques cherchent une matière noire. Pourquoi elle est noire? Ce ne sont pas des sorcières qui doivent être noires. La matière n'est pas noire. La matière est celle qui est visible, mais la matière n'est pas suffisante pour maintenir la structure de galaxie, la structure de l'univers, comme elle existe. Donc, il faut ajouter, mais ce n'est pas le terme, il faut trouver. Et ils cherchent à ajouter, il faut trouver une énergie que j'appelle l'énergie essentielle, cette énergie qui maintient les astres, les galaxies
Et les structures qu'on connaît, il n'y a pas à prouver puisque c'est connu, ensemble, et aussi l'énergie qui repousse les galaxies, repousse dans les galaxies toutes les structures d'une façon coordonnée et harmonisée entre l'attraction qui n'est pas suffisante puisque l'attraction ne donne que quelques pourcents seulement de ce qu'il le faut. Il y a 95% de la matière absente et énergie qui maintient l'équilibre universel. Eh bien, tout ça est caché dans le mur quantique que j'appelle le mur de la lumière. Pour savoir plus sur, il faut lire mon dernier livre, Supraréalisme, le secret de la connaissance. Et en plus, j'ai créé une théorie scientifique de la conscience. L'inconscient a été beaucoup examiné, recherché, beaucoup ont parlé, beaucoup écrit sur l'inconscient, surtout au XIXe siècle, mais il n'y a pas de théorie vraiment scientifique sur la conscience. Maintenant, j'espère que mes écrits pourraient servir. Le but de ma vie, c'est de laisser après moi même quelques miettes, quelques petits profits pour l'humanité. Est-ce que j'y arriverai peut-être, je ne sais pas. Je continue. J'ai 89 ans, mais je n'arrête pas. Maintenant, je travaille plus encore que lorsque j'étais jeune. Eh bien, après moi, peut-être, même si ce n'est pas pendant mon vivant, mais ça va être quand même peut-être une possibilité, qui sait.